d'emballage, de compaction de l'ADN. Et le truc que la cellule a trouvé, donc voici l'ADN, la fameuse double hélice de Watson-Crick, va pouvoir s'associer à des protéines particulières qu'on appelle les histones. Alors les histones vont se coller sur l'ADN et former des petites perles sur un fil. On voit ici des petites perles, donc c'est chaque fois 8 histones qui se font emballer dans l'ADN, ce qui va permettre d'empacter l'ADN sous la forme d'un solénoïde. Donc on va enrouler, jusqu'à arriver à la forme classique du chromosome. Donc depuis l'ADN Watson-Crick, on peut voir les bases séparées, jusqu'à l'ADN empaqueté dans le chromosome. Donc ce processus d'empaquetage est absolument indispensable au fonctionnement de nos cellules. Alors, on doit encore empaqueter davantage l'ADN quand on est un spermatozoïde. Les spermatozoïdes, ce sont vraiment des voitures de Formule 1 qui sont destinées à filer à toute vitesse jusqu'à essayer de rencontrer l'ovule dans les voies génitales de la femme. Et donc, pour que le spermatozoïde soit bien compacté, son ADN va être emballé différemment de ce qu'il est dans toutes nos cellules, comme je viens vous le présenter. Donc, dans une cellule normale, l'ADN est emballé avec les histones dans ces billes que l'on appelle des nucléosomes. Eh bien, pour faire un spermatozoïde efficace, il va y avoir tout un système de protéines qui vont donner un petit coup de main pour se faire sauter les histones et les remplacer par d'autres protéines qu'on appelle les protamines. Ces protamines se collent très très efficacement à l'ADN et vont permettre de stocker l'ADN sous la forme de ces cercles qui vont s'empiler les uns sur les autres. C'est vraiment comme les donuts de Homer Simpson. Donc, qui vont se coller les uns aux autres et qui vont permettre, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà un spermatozoïde représenté ici avec sa longue queue, et vous voyez ici l'ADN complètement compacté dans le noyau de ce spermatozoïde. Alors ça, c'est très efficace pour le spermatozoïde qui va se balader jusqu'à aller rencontrer l'ovocyte de la mère, 23 chromosomes dans la cellule maternelle, 23 chromosomes super empaquetés dans le spermatozoïde, et on va former le zygote, donc la première cellule de l'embryon, avec ses 23 paires de chromosomes. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Notre cellule unique, le zygote, va se diviser pour donner 2 cellules, et puis 4, et puis 8. Et en fait, la fonction normale de DUX4, c'est d'activer les gènes de l'embryon. Et donc, il y a une protéine DUX aussi chez la souris, qui, elle, est active au stade 2 cellules. Chez l'homme, DUX4, lui, est actif au stade 4 cellules. Et donc, DUX4 ne va être produit que pendant 24 heures, uniquement à ce stade-là. Et dès qu'il est là, il va aller activer tous les gènes de l'embryon et va permettre la suite du développement de l'embryon. Donc, sans DUX4, pas de bébé. Là, l'embryogenèse s'arrête à ce stade 4 cellules. Ça va? Alors, la question que Brad Kern s'est posée, c'est d'abord quels sont les facteurs qui vont activer l'expression de DUX4 dans ce tout début du développement de l'embryon. Et l'idée, c'est que si on a les mêmes facteurs dans le muscle, eh bien, on va essayer de les bloquer pour empêcher la production de DUX4. Donc, il a étudié dans le zygote et il s'est rendu compte d'une chose très intrigante, c'est que quand donc si on revient à notre structure de l'empaquetage avec la protamine, donc on a un ADN super empaqueté dans le noyau du spermatozoïde. Une fois qu'il est rentré dans la cellule de zygote, il va falloir le désempaqueter. Donc il va falloir faire ce processus à l'envers, enlever les protamines et remettre les histones pour avoir un ADN qui sera accessible à la copie en messager pour que les gènes puissent fonctionner dans l'embryon. Eh bien, ce processus est extrêmement difficile parce que l'empaquetage est tellement serré que ça va causer des cassures dans l'ADN. Et ce que Brad Cairns a montré, c'est que ces cassures dans l'ADN vont activer le gène DUX4. Donc le gène DUX4 qui est exprimé au stade 4 cellules, eh bien, va être activé par les cassures dans l'ADN lors de la décompaction de l'ADN qui se trouve dans le noyau provenant du spermatozoïde maternel. Ça va? Alors, la question qui s'est posée, et donc ça c'est un chercheur japonais, Mitsuru Sasaki Honda, qui s'est dit, mais tiens, est-ce que des cassures dans l'ADN, ça pourrait aussi exister dans des cellules de muscles, et peut-être que ça pourrait contribuer à l'expression de DUX4.
Et effectivement, il a travaillé sur des cellules de muscles FSHD1, FSHD2, et il a démontré que soit le stress oxydant, sur lequel travaille Dalila Laouj à Montpellier, et certains d'entre vous prennent la complémentation d'antioxydants pour empêcher ce processus, donc soit le stress oxydant, soit les cassures dans l'ADN vont induire l'expression de DUX4. Donc ce qui a été observé dans l'embryon correspond à ce qui se passe aussi dans le muscle. Et donc ça va augmenter le nombre de cellules qui produisent DUX4 au niveau du muscle. Ça va? Alors, donc, premier intérêt de ce travail-là, c'était de voir dans l'embryon qu'est-ce qui va activer l'expression du gène DUX4. Donc on a le stress oxydant, on a les cassures dans l'ADN. Deuxième intérêt, quels sont les facteurs qui arrêtent l'expression de DUX4, puisqu'il n'est exprimé que pendant 24 heures. Parce que si on réussit à identifier les facteurs qui bloquent l'expression du gène DUX4, donc la production de la protéine toxique, on pourrait trouver les mêmes facteurs dans le muscle et ce serait des cibles à activer. Donc on aurait des médicaments qui activeraient les bloqueurs de DUX4. Donc là, c'est un travail de Michelle Perchard, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, elle travaille à Londres. Elle a démontré que donc elle s'intéresse au DUX chez la souris, qui a un job tout à fait semblable à DUX4, donc exprimé dans l'embryon. Donc dès que ce DUX de souris est exprimé dans l'embryon, il va activer une série de gènes bizarres qui sont des éléments répétés, des espèces de bégaiements que nous avons dans notre ADN, qui sont des résidus de virus qui ont infecté nos ancêtres et qui ont laissé leur ADN dans nos gènes, dans nos chromosomes. Et donc, un de ces gènes répétés, qui porte le doux nom de Line1, va être copié en ARN, et cet ARN ne porte pas la recette pour faire une protéine. Il va aller se lier sur les éléments répétés D4Z4, donc sur tous les gènes DUX, va aller recruter des protéines qui vont blinder, fermer complètement la chromatine. Donc, on voit le système dans l'embryon. Activation du gène DUX4 au stade 4 cellules, ça va être la même chose que pour le DUX de souris, le même processus. Activation du gène, on a trouvé cassure dans l'ADN, stress oxydant active le gène. Extinction du gène, on a trouvé que dans les gènes que DUX4 a activés, il y en a un qui revient en arrière, qui se lie sur le gène DUX4 et qui va l'éteindre. Donc on a un processus de rétrocontrôle négatif. Le gène DUX4 active Line1 vient éteindre le gène DUX4 et on est au bout des 24 heures où DUX4 a pu fonctionner dans la cellule. Alors, revoici une représentation de cette chromatine, donc avec les histones associés à l'ADN, donc les nucléosomes. On peut les voir séparés. Ceci est une structure de chromatine ouverte. Les gènes qui se trouvent dans cet environnement sont activés, donc les protéines dont ils portent la recette peuvent être fabriquées. Et il y a une caractéristique, c'est que l'ADN est libre et les histones portent un groupement acétyl apporté par des enzymes particulières qui s'appellent les ATS. Par contre, si on va commencer à mettre des petites marques sur l'ADN qui s'appellent des groupements méthyl, et ça, il y a notamment la protéine SMUSH1 qui peut faire ça, DNMN3B, ce sont des protéines qui ont été montrées comme cassées dans la FSHD2. On va aller fermer complètement la chromatine. Vous voyez que les nucléosomes qui étaient éloignés les uns des autres ici sont maintenant complètement collés les uns sur les autres. On a ici une gaine isolante autour des gènes, chromatine compacte, chromatine fermée, les gènes ne peuvent plus fonctionner, la protéine DUX4 ne peut plus être fabriquée. Et donc on a un processus dynamique entre une chromatine ouverte où l'ADN n'est pas méthylé, les histones sont acétylées, on peut produire la protéine DUX4 toxique. Une chromatine fermée, l'ADN est méthylé, les histones ne sont pas acétylées et on ne peut plus produire la protéine DUX4. Donc il y a une série de personnes qui essaient de développer des médicaments contre la FSHD dont le but est de compacter la chromatine sur le gène DUX4 pour l'empêcher de fonctionner. Alors voilà notre schéma de la cellule de tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de faire une cache, une chromatine compacte sur le gène DUX4 dans le noyau, ce qui va forcément empêcher la copie en messager et la production de la protéine. Alors il y a différentes stratégies pour faire ce travail-là.
En 2017, il y a une publication de l'équipe de Francis Sverdrup, en collaboration avec le laboratoire de Steve Tapscott, qui avait montré qu'une protéine particulière, qui fait partie de la famille BET, était impliquée dans l'activation de DUX4 et que des inhibiteurs de cette protéine empêchaient la production de DUX4. Alors tout ça est bien compliqué. Donc voilà de nouveau une représentation du gène DUX4 avec les nucléosomes qui sont bien éloignés les uns des autres. On a ici une chromatine ouverte, les histones sont acétylés, et voilà la protéine BET en question, qui porte le doux nom de BRD4, qui vient reconnaître les histones acétylées et qui vient maintenir ces structures de chromatine ouverte, permettant la copie du messager, du gène DUX4 pour faire le messager et qui va permettre la production de la protéine toxique. Eh bien, ce qu'ils ont réalisé, c'est que des inhibiteurs de cette famille de protéines BET pouvaient complètement bloquer le processus et amener à faire une chromatine compacte et empêcher la production de DUX4. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été publié en 2017. Alors, ce qui était nouveau à ce congrès à Marseille, c'est qu'il y a un représentant d'une firme canadienne. La firme s'appelle Resverlogics. Cette entreprise est intéressée à développer des médicaments contre les maladies cardiovasculaires. Et parmi les candidats médicaments pour cette maladie, il y a aussi des inhibiteurs de protéines BET. Et donc le monsieur qui travaille chez Resverlogics, il a lu sur Internet que dans le cas de la FSHD, on avait montré que les inhibiteurs de BET pouvaient éventuellement servir de médicaments, qu'ils allaient empêcher la production de DUX4. Donc ce monsieur, qui ne travaillait pas du tout jusque-là sur la FSHD, est venu au congrès de Marseille et il est venu présenter un stand, si je peux dire, en disant « Regardez les gars, nous on a trouvé des très bons inhibiteurs de protéines BET, on est déjà dans des essais cliniques pour les patients qui ont les maladies cardiovasculaires, ben, peut-être bien que quelqu'un qui travaille sur la FSHD voudrait collaborer avec nous, on leur filerait notre médicament et ils pourraient le tester sur la FSHD. » Donc, ils cherchaient des partenaires pour travailler sur la FSHD. Et donc ça, c'est un processus qui commence maintenant de plus en plus dans la FSHD, des gens qui travaillent sur d'autres maladies, où ils ont développé des médicaments pour d'autres maladies, qui pourraient avoir un intérêt dans la FSHD. Ok ? Alors, Francis Sverdrup, toujours lui, cette fois-ci il travaille avec une entreprise pharmaceutique américaine qui s'appelle Ultragenyx, a continué son travail et il a recherché d'autres manières de bloquer l'expression du gène DUX4 et il est arrivé à cibler la fameuse protéine P38 dont vous avez beaucoup entendu parler et dont j'imagine que on va encore vous parler aujourd'hui. La société Fulcrum Therapeutics avait démontré aussi que cette protéine P38 était très importante. Donc voilà le titre de l'exposé qui avait été fait au congrès de Marseille. Et donc cette molécule qui s'appelle le losmapimod, donc le losmapimod, est une molécule qui bloque la protéine P38 et qui va de cette manière empêcher l'expression du gène DUX4. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, en tout cas ça n'a pas été publié, on ne sait pas comment ça marche. Donc, mais ça marche. Et donc, cette molécule avait été développée par la firme GSK comme médicament pour des maladies inflammatoires du genre arthrite rhumatoïde aiguë. Et là-bas, elle n'avait pas montré vraiment d'effets flagrants d'amélioration des patients. Mais la molécule existe, on sait bien qu'elle n'est pas toxique, elle a déjà été donnée à des personnes en essai clinique de phase 1. Et donc maintenant, la phase 2 peut commencer de cette substance-là. Alors ce qui était intéressant à ce congrès, c'est qu'il y a deux groupes de chercheurs qui, de manière tout à fait indépendante, sont arrivés à la même conclusion que cibler la protéine P38 avec des inhibiteurs comme cette molécule-là pouvait bloquer l'expression du gène DUX4. Et donc, ça devient vraiment intéressant que des gens complètement indépendamment arrivent à la même conclusion. Donc, Sabrina Sacconi vous parlera tout à l'heure de ces essais cliniques. Alors, nous avons parlé du gène DUX4 qui produit la protéine DUX4. Mais la protéine DUX4 est elle-même un chef. Donc, une fois qu'elle est produite à la cuisine, elle va retourner à la bibliothèque centrale et là, elle va aller activer toute une
collection de gènes cibles. Donc la protéine DUX4 est ce qu'on appelle un facteur de transcription, donc il va aller activer les gènes, donc c'est un chef. Et une autre idée thérapeutique, c'est de se dire, mais on peut peut-être trouver le moyen de bloquer DUX4. On va laisser la protéine DUX4 être fabriquée par la cellule, mais une fois qu'elle est fabriquée, on va l'empêcher de fonctionner comme chef fou. Donc on va essayer de la bloquer pour l'empêcher d'activer ces gènes cibles d'embryon dans le muscle. Donc un travail très intéressant qui a été fait par l'équipe de Michael Kaiba avec Darko Bosnakowski comme premier auteur. Il a trouvé quel était le truc qu'utilisait DUX4 pour aller activer ces gènes cibles. Et il s'est rendu compte que, donc c'est un article tout récent qui a été publié juste après le congrès de Marseille, donc avec les mêmes informations qu'au congrès de Marseille. Il a découvert que DUX4 avait une puissance extraordinaire. Je vous ai dit, pour ouvrir la chromatine, il faut acétyler les histones. Et donc DUX4 est capable d'acétyler les histones à très très grande distance. Donc on revoit ici notre structure. S'il y a des gènes qui se trouvent sous une chromatine compacte, donc ces gènes-là ne sont pas actifs. Par exemple, les gènes de l'embryon dans le muscle ne sont pas actifs dans le muscle. Ça met un DUX4, il va être capable d'inverser complètement la manœuvre et d'aller ouvrir la chromatine sur des gènes répartis sur tout le génome, sur l'entièreté des chromosomes. DUX4 a une puissance hallucinante, il va aller décompacter toute la chromatine pour permettre l'expression d'un très très grand nombre de gènes. Et donc, même des toutes petites quantités de DUX4 vont avoir cet effet. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, DUX4 va recruter une protéine particulière qui s'appelle, donc il y a deux protéines très semblables, P300, CBP. Ce sont des protéines représentées ici en vert pâle, qui ont toute une série de fonctions très puissantes pour activer la copie d'un gène sous forme de messager. Donc ils sont capables de recruter des protéines qui vont venir copier, fabriquer l'ARN. Ils sont capables de mettre des acétyles sur les histones. Ils sont capables d'activer l'expression de toute une série de gènes et de faire venir toute une série d'éléments qui vont activer la transcription. Donc ces protéines P300 CBP, elles sont utilisées par un très grand nombre de gènes dans la cellule. Et donc ceci représente le noyau de la cellule, ici c'est le bord de la cellule. Et toute une série de signaux, des facteurs de croissance, une diminution de la concentration en oxygène, des facteurs pour le développement de l'embryon, des concentrations élevées de glucose, toute une série de signaux peuvent venir, via cette protéine P300-CBP, activer l'expression d'une série de gènes dans la cellule. Donc c'est vraiment l'acteur central de l'activation des gènes, et DUX4 ne s'est pas trompé, et c'est lui qu'il est allé recruter pour avoir son effet à très grande distance sur tous les gènes à l'intérieur de la cellule, notamment son rôle normal lors du développement de l'embryon. Il va aller réveiller tous les gènes par ce processus très puissant d'acétylation des histones, ouverture de la chromatine. Alors, donc le travail de l'équipe de Michael Kaiba a été de développer un inhibiteur de cette protéine P300 qui va permettre de bloquer l'effet de DUX4. Donc dans ces cellules, DUX4 va encore être produit, il va pouvoir aller dans le noyau, mais une fois qu'il est dans le noyau, il va être neutralisé parce que la protéine CBP P300 ne pourra plus fonctionner. Alors le souci quand on fait ça, c'est que bon, c'est bien, on va bloquer l'activité toxique de DUX4, mais on va aller bloquer des tas d'autres activités dans la cellule, puisque ce P300 est tellement central au fonctionnement de tas de gènes. Donc ce que Michael Kaiba est en train de faire maintenant, c'est de définir avec précision comment la protéine DUX4 peut coller la protéine P300 et aller mettre un petit sparadrap à cet endroit-là sur DUX4 pour l'empêcher de coller P300. Et donc cette stratégie d'empêcher l'interaction entre les deux protéines devrait permettre d'avoir une action spécifique sur DUX4 et de ne pas empêcher P300 de faire son job ailleurs dans la cellule. Donc c'est vraiment une stratégie très intéressante qui est développée là-bas. Alors,
pour finir le tour de tous les gens qui travaillent sur le développement de médicaments pour inhiber la production d'UX4. Donc nous avons ceux qui vont aller cibler le précurseur de l'ARN messager ou l'ARN messager lui-même. Et donc c'est clair que si vous allez bloquer à ce stade-là, vous n'allez pas produire la protéine d'UX4. Donc c'est une stratégie qui est en route depuis quand même pas mal de temps. Donc nous avons eu des nouvelles, c'est un feuilleton annuel, l'équipe de Scott Harper qui avance de plus en plus dans ce domaine-là. Donc ils ont produit un petit ARN inhibiteur qui va pouvoir aller se coller sur l'ARN messager d'UX4 et amener sa destruction par des enzymes qui sont naturellement dans la cellule. Donc il n'y aura pas de protéines. Et donc son travail consiste à fabriquer un virus trafiqué. Donc c'est un virus qui ne va plus donner de maladie. Le virus sert un petit peu de transporteur pour le gène qui produit ce petit ARN inhibiteur. Et ils en sont au stade où ils ont injecté ça dans des souris pour s'assurer de l'absence de toxicité. Et donc des souris qui produisent d'UX4 et qui vont avoir les muscles démolis à cause de ça, on leur injecte ce virus qui produit l'inhibiteur qui va amener la destruction du messager d'UX4. Donc la protéine d'UX4 toxique ne sera plus produite et la souris va être guérie. Et donc ce travail avance petit à petit. Ils sont déjà en interaction avec le gouvernement américain, le ministère de la Santé, pour pouvoir bientôt lancer des essais cliniques. Donc ça avance très bien. Alors, pour terminer, donc, tous les gens qui utilisent des oligonucléotides antisens, donc ce sont des petits ARN synthétiques qui vont aller se lier sur l'ARN messager de DUX4 et empêcher la production de la protéine DUX4. Et donc il y a plusieurs laboratoires, donc le nôtre était le premier, en collaboration avec Steve Wilton, un Australien qui était expert pour la maladie de Duchenne. Michael Kaiba en a fait aussi. Julie Dumonceau, qui était à l'Institut de myologie à Paris, qui maintenant est en Angleterre. Et ici, à ce congrès à Marseille, Yiwen Chen, en collaboration avec un chercheur de l'Alberta au Canada. Et donc l'idée, c'est de choisir différents endroits où on va aller coller ces petits ARN synthétiques pour bloquer l'ARN de DUX4. Et donc, en résumé, pour ceux qui sont tombés endormis ou que j'ai largué en cours de route avec toutes mes excuses, un petit rappel facile. Donc ça, c'est DUX4. Ça, c'est moi. Et donc, c'est un chef fou. Hein, il veut activer des gènes d'embryon dans le muscle, ça ne se fait pas. Donc, il faut le neutraliser. Et donc, ben voilà, tous les moyens sont bons. Et donc, là, c'est une petite épingle pour dégonfler cette baudruche. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation, Alexandra, qui, je le rappelle, nous on la connaît évidemment, mais qui est la directrice de notre comité scientifique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ou est-ce que vous avez tout compris? Ça doit être ça, ouais. Non, ils ont tout compris. Tout, Schmout 1, tout bête, tout le monde. C'est formidable. Donc, grosso modo, plusieurs étapes dans le développement de la maladie, puis les chercheurs attaquent à différentes étapes, et le premier qui trouve va gagner. Et le deuxième aussi, et le troisième aussi. Je crois que c'est pas le premier qui trouve qui a gagné. On a l'impression qu'en fait, on va devoir, pour la FSHD, procéder comme pour le sida. Vous savez, dans le cas du sida, on donne une trithérapie. Parce que si on donne un seul médicament, le virus peut s'adapter et quand même revenir embêter le patient. Donc ici, on pense qu'une méthode toute seule ne va pas arriver à complètement supprimer DUX4 ou bloquer son activité. Il faudra probablement une combinaison de plusieurs médicaments pour y arriver. Et donc c'est très bien qu'il y ait des tas de chercheurs ou d'entreprises pharmaceutiques qui travaillent dans toutes sortes de directions différentes. À la fin, les meilleurs, on va les pouler et ça va être tant mieux pour vous. Super. Merci beaucoup.